Bien, merci. Bonjour, en tout cas. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous pour avoir eu l'habitude d'assister à de nombreuses conférences ici même. Le contexte est un petit peu particulier puisque les gens qui vont avoir accès à cette conférence, hormis les rares personnes qui sont dans le public, auront accès à un premier fichier qui est la présentation visuelle de la conférence, ainsi qu'à un enregistrement audio. Donc je vais essayer, lorsque je vais commenter les différentes images, de faire allusion au numéro de la page qui est indiqué en haut à droite. Par rapport à mon parcours, je voulais juste rectifier peut-être 2-3 petites choses. Je suis graphiste de métier et de passion, j'exerce plus de façon professionnelle. Je suis effectivement enseignant, j'ai enseigné le graphisme, maintenant je suis plutôt tourné du côté des arts plastiques au collège. Mais je continue à mener des recherches personnelles qui parfois se voient traduites sous la forme d'articles publiés dans des magazines ou plus rarement sous forme de conférences, dont celle-ci qui est, je crois, la 3e version et qui est peut-être la version la plus courte puisqu'elle devrait durer à peu près 1h30. Les logos, c'est un ensemble de signes qui est extrêmement présent. Ici, j'ai utilisé une image tirée du court-métrage Logorama du collectif de graphistes H5. Les logos sont de partout et la particularité, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir lire, même s'il y a du texte, pour les reconnaître et pour éventuellement les comprendre. Alors, la première question qui est extrêmement simple avant de rentrer dans le détail, c'est qu'est-ce qu'un logo? Donc, je me suis intéressé tout simplement à la définition historique qu'en donne le Robert. On a une apparition en langue française autour de 1873 et qui est définie à cette époque comme un groupe de lettres liées et qui correspond à un caractère unique en typographie. Donc, on est complètement dans le design graphique et dans la communication graphique, puisqu'on fait appel directement à un caractère mobile d'imprimerie. Sur la slide numéro 5, vous voyez donc le caractère, le logotype qui représente un agent Renault. Et en plus petit, je l'ai mis dans le sens miroir. Et puis ce sens a évolué pour désigner autour du milieu du XXe siècle un ensemble de signes qui forment une image publicitaire, avec aussi une abréviation, le terme de logo, qui apparaît autour des années 70. Le problème, lorsque je me suis intéressé au logo ou au logotype, c'est que justement, il va être présent, ce logo, en tout cas comme on l'appelle maintenant, sur des objets qui, eux, ne sont pas des caractères mobiles. Par exemple, ici, j'ai pris un caractère mobile de chez De Berny et Peignot, et sur le flanc du caractère mobile, on a une marque qui pourrait faire office de logo. Donc le logo, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, n'est pas forcément lié à un caractère mobile d'imprimerie, même si c'était le cas avant. Donc il nous faut un autre terme pour éviter des problèmes. Donc je vais essayer de m'en tenir à cette terminologie. Je vais essayer d'utiliser logotype principalement lorsque je vais faire allusion à l'objet, le caractère mobile d'imprimerie. Je vais utiliser le terme de logo lorsque c'est un signe graphique, qu'il soit imprimé ou affiché ou même projeté, et qui va représenter soit une personne, soit une entreprise. Et puis le terme le plus approprié finalement, ça va être celui de marque. Alors, on a une longue définition toujours issue du Robert historique. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'on va retrouver, donc nous sommes en page 7, on va retrouver une sorte de sommaire de ce qu'on va voir tout de suite après. Donc il apparaît en langue française vers les années 1456, en pleine Renaissance, tout début de la Renaissance. Il est issu de différents termes plus ou moins étrangers, notamment du vieux norrois, merki, qui signale une marque, virgule, borne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà une notion d'espace, de limite, qui est intéressant. Ici aussi des mots germaniques qui va donner marcher, mar, la marche, et qui est aussi apparenté au terme latin qui va nous permettre d'obtenir le mot marge, ce qui est les marques qui sont sur le côté du texte. D'une façon très simple, c'est un signe intentionnellement posé sur un objet pour le rendre reconnaissable ou en indiquer la propriété ou même droit d'usage lorsqu'on va faire appel à des espaces. Et si je continue la définition en page 8,
On va avoir énormément d'autres éléments avec le temps. Donc un siècle après, autour de 1538, on va désigner les armoiries comme étant des marques. Donc là, on va être plutôt sur de l'ordre de la noblesse et de la dignité. On va faire allusion à un homme de marque. Et puis, à la fin du XVIe, un signe matériel permettant l'identification d'un objet. Je vous laisse éventuellement voir les autres termes en rouge que j'ai surlignés. Mais en tout cas, voilà, le terme de marque, actuellement, dans l'esprit des gens, c'est plutôt, on va dire, un type de produit qui a été créé spécialement par une entreprise. Et ça, c'est vraiment une évolution du terme qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus récente. Donc lorsque je vais parler de marque, c'est vraiment un signe graphique qui va être posé sur un objet pour en indiquer un statut, une fonction particulière. Donc voilà, on a 3 grands domaines. On a la borne, donc ça c'était le terme vieux norrois, qui va plutôt être relié à un territoire. Cet espace de territoire, on l'a toujours, notamment un mot français qui est moins utilisé, mais en tout cas qui existe toujours en italien. En Italie, ils ont une région qui s'appelle les Marches. Et les marches, ça fait vraiment allusion aux marques posées sur un territoire. En français, on l'a gardé, c'est le marquis, c'est-à-dire le marquis, c'est un comte dont le territoire est proche d'une frontière. On a donc le terme latin de marge, ce qui va être un peu plus proche, on va dire, de domaine de communication. Et puis le terme de marché, le fait de marcher, c'est le fait de laisser des marques sur le sol. Et puis, il va y avoir toute une déclinaison par rapport au commerce, que ce soit les marques de fabrique, une marque de qualité, une marque de savoir-faire. Donc, c'est les 3 grands domaines qui sont intéressants par rapport à ce mot qui est rempli de sens et d'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que les animaux, eux, vont utiliser des marques intentionnellement. On ne va pas forcément reconnaître un animal en particulier, c'est-à-dire un ours par rapport à un autre ours. Mais en tout cas, l'animal a l'habitude de laisser une empreinte, une marque, qu'elle soit même olfactive ou vraiment physique, sur des troncs d'arbres, des différents endroits du territoire, et pour en indiquer la zone d'utilisation, la zone de propriété, on va dire. L'humain faisait la même chose, donc on a une petite image ici en page 10 d'une photo en noir et blanc qui représente des tangas antiques, on va revenir sur ce que c'est, et puis d'une façon, on va dire, plus commune, les gravures peuvent être laissées sur des troncs d'arbres, que ce soit pour indiquer une union entre 2 personnes ou éventuellement, comme un graffiti, une présence de quelqu'un. Avant de rentrer dans le détail de la partie vraiment chronologique, historique, à partir de la page 11, on va commencer à voir les différentes typologies. Et il n'y en a pas énormément, on essaye de simplifier les choses. D'un côté, on va avoir une marque d'identité, c'est-à-dire un signe graphique qui va être posé sur un lieu ou un objet, et qui va indiquer l'identité d'une personne, une personne physique, c'est quelqu'un qui existe. Un autre terme qui peut faire tout à fait synonyme, c'est un emblème. Et puis de l'autre côté, on va avoir une marque commerciale, c'est-à-dire c'est toujours un signe graphique qui va être apposé sur des objets, éventuellement sur un territoire, qui lui va représenter soit une personne physique, ça peut être un artisan, quelqu'un qui est encore vivant, comme ça peut être une personne morale, c'est-à-dire une entreprise qui est autonome et qui va être représentée par des personnes physiques, mais qui peuvent évoluer avec le temps. Et puis une marque, un logo ensuite, va avoir différentes fonctions. Donc en page 14, la fonction, on va dire par défaut, la fonction basique, c'est l'identification ou la fonction symbolique. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai une marque qui est juste un cercle bleu, ce cercle bleu va représenter une personne ou une entreprise. Donc ça, c'est vraiment la fonction par défaut. Et puis je vais essayer de filer un peu la métaphore avec une comparaison avec une entreprise qui serait par exemple une entreprise du bâtiment comme Bouygues. Bouygues va choisir son logo et va la poser pour dire ce signe, ce B qui est en couleur bleue il me semble, va me représenter. À chaque fois que vous allez le voir, ça sera moi. Une autre fonction, ça va être la propriété ou le droit d'usage. Par exemple, si sur un chantier de construction de Bouygues, nous avons différents camions, tous identiques, mais de propriétaires différents, eh bien le propriétaire va rajouter
sur ce camion qu'il n'a pas construit, mais qu'il a acheté, qu'il utilise, il va rajouter son logo. Comme ça, lorsque les ouvriers sur le chantier vont avoir besoin un moment d'avoir accès à un camion, ils ne vont pas avoir de doute. Le logo va permettre de reconnaître lequel des camions est la propriété de cette entreprise-là. Une autre utilisation, c'est une fonction, on va dire, octoriale ou de production. C'est-à-dire, Bouygues est toujours ce cercle bleu sur la l'image 16, et va apposer son logo sur un bâtiment, pas forcément pour dire je suis propriétaire, mais pour dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui en suis l'auteur qui ait produit ce bâtiment. Une autre utilisation qui est un peu plus spécifique, ça va être le rôle de certification. Notamment pour des biens qui sont relativement prestigieux ou qui ont une forte valeur, le producteur va déposer sa marque, son logo, sur le produit dont il est l'auteur, et ce logo va certifier de la qualité, soit de la qualité de certains matériaux. Donc par exemple ici j'ai illustré avec une bague. Le poinçon du fabricant va permettre d'authentifier le métal précieux qui va être utilisé. D'une façon plus générale, lorsqu'on achète un produit qui va être conditionné de façon industrielle, lorsque le logo est apposé sur l'emballage, on imagine bien que dans ce cas, il y a une sorte de certification de qualité. Tous les produits de cette marque-là ont normalement une qualité identique. Un autre statut, une autre fonction de la marque, des logos, ça va être la validation, notamment sur des documents administratifs. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est donc une personne morale va avoir différents documents relatifs à son histoire, à son usage. Et il va falloir, lorsque ces documents vont être utilisés, avoir la présence de la marque, du logo, pour pouvoir valider. Souvent, la validation est faite en 2 étapes. Le papier à lettres ou personne physique qui elle-même représente cette entreprise. Et puis, l'une des 2 dernières qui sont assez intéressantes, c'est la fonction qu'on appelle apotropaïque. C'est un terme qui est plutôt utilisé en anthropologie et en histoire. C'est-à-dire qu'une marque va être déposée sur un objet dans le but de protéger le contenu de cet objet. Si c'est un bien, alors la plupart du temps, ce sont les amphores gréco-romaines qui vont être remplis d'huile ou de vin. On avait l'habitude donc de déposer une marque qui, dans l'un de ces signes iconiques, souvent ils étaient plusieurs, fait appel à un symbole religieux ou un symbole sacré ou une croyance particulière, spirituelle on va dire. Et donc cet objet était sous la protection spirituelle, divine, d'une force, et qui évitait dans ce cas que la cargaison puisse échouer, être volée, etc. On va revenir dessus plus loin. Et puis la toute dernière, j'ai mis un petit peu de temps avant de la définir. J'ai choisi le terme de prestige. Prestige parce que c'est à la fois un terme actuel qui va faire référence justement au prestige d'une marque. Donc par exemple ici en page 20, sur une chaussure, on peut imaginer que si l'emblème, la marque qui était déposée, c'était un puma, eh bien les chaussures vont nous permettre d'avoir une forme de prestige similaire à la vitesse du puma, la vitesse de course du puma. Et puis le prestige, c'est aussi un terme qui a un sens bien plus vaste. On va le retrouver dans la prestidigitation, c'est-à-dire c'est un tour de passe-passe, un tour de magie. Mais la particularité de ce tour de magie, c'est que la personne qui, elle, assiste au tour sait très bien qu'il y a un truc, mais ce truc, elle a envie d'y croire. Elle a envie de savoir que cette magie est capable d'opérer. Donc lorsqu'on va acheter une marque prestigieuse, une marque de luxe, on sait très bien que la conception peut être extrêmement industrielle et rudimentaire, et finalement que le prix ne réside pas tellement dans l'objet en lui-même. Le prix va résider dans tout le prestige de la marque. On n'a pas forcément une plus-value énorme, mais nous, en tant que consommateurs, on a envie d'y croire. Et donc, on va acheter ce prestige qui est complètement immatériel. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. La plus grande partie de la conférence, elle va être justement historique. Et puis
puis je l'ai décliné en 7 temps, qui sont les grandes tranches, on va dire, de l'histoire. Alors même si je parle de généalogie de la marque avec une vision plus historique, c'est quand même utile d'aller un petit peu dans la préhistoire, même si on n'a aucune certitude. J'ai résumé un petit peu les différentes slides ici dans la page 22, en compilant un petit peu les recherches qui ne sont pas encore abouties d'une chercheuse canadienne qui s'appelle Geneviève von Petzinger, et qui a collecté à travers la plupart des grottes et des cavernes préhistoriques un ensemble de 26 signes qu'on retrouve à travers le globe en grande partie. Je crois que c'est 85% environ de ces signes qui sont présents à travers tous les continents. Ils sont datés environ de l'ère glaciaire, moins 30 000 à moins 40 000. 65%, pardon, c'est marqué sur la slide, sont communs à l'ensemble de la préhistoire. Et ce sont donc des signes qui sont extrêmement simples, qu'elle a nommés, des formes de cœur, de clés, les cercles, des petits points, etc. Il n'y a pas, dans son livre, dont la couverture est juste en haut, il n'y a pas forcément d'hypothèses qui sont définitives. J'ai échangé un court mail avec elle il y a 3-4 ans environ, et sa réponse était d'aller dans une des hypothèses que j'avais, puisqu'elle faisait remarquer que la plupart de ces marques parfois étaient aussi posées sur des objets qu'on pouvait retrouver dans des sépultures. Et mon hypothèse était de dire si c'est aussi déposé non seulement sur des parois mais aussi sur des objets, et que ces objets sont retrouvés dans des sépultures, c'est qu'il peut y avoir un lien très précis avec le défunt, et que dans ce cas ça pourrait être éventuellement soit une marque de possession, soit une marque d'identité. Je pose cette marque sur une caverne pour dire que j'étais présent, voire je la pose sur un objet parce que c'est à moi, et si cet objet est à moi, dans ce cas, lorsqu'il y a inhumation, je pourrais demander ou faire en sorte que cet objet soit enterré avec moi. Donc ça, c'est peut-être une des vieilles hypothèses, c'est un signe qui serait gravé ou tracé sur un objet, ou en tout cas sur des parois. Si on rentre dans l'Antiquité, c'est-à-dire grosso modo moins 3500 jusqu'à la chute de l'Empire romain 476, c'est une période qui a été, qui a connu énormément de chamboulements, que ce soit l'apparition de la comptabilité, de l'écriture, de la diplomatique, le développement du commerce, du transport, la monnaie, etc. Donc on va avoir énormément de marques qui en fait sont, on va dire, des ancêtres du logo. Et le premier qui peut paraître évident, ce sont les sceaux. C'est-à-dire on a une matrice qui va être gravée et qui va être apposée sur une matière relativement souple, relativement plastique. La plupart du temps, ça peut être de la terre. Et lorsqu'on va presser ce sceau sur cette surface, on va obtenir un dessin, une gravure, un signe qui va apparaître légèrement en relief. Ici, l'illustration page 24, c'est un sceau cylindre, donc qui permet d'avoir un motif qui va se répéter de façon cyclique sur une surface qui peut être extrêmement réduite comme extrêmement vaste en termes de surface. Et puis un autre type de sceau que je n'ai pas illustré dans cette slide, c'est le sceau à encre, qui est peut-être moins commun dans l'Antiquité occidentale, mais qui est bien utilisé dans l'Antiquité, notamment en Asie orientale. C'est-à-dire qu'on va avoir une pierre, une matrice qui va être gravée, où on va déposer de l'encre à la surface et qui va être ensuite imprimée sur un papier ou en tout cas un support particulier. Donc ça, c'est les deux grands types de sceaux qu'on peut trouver dans l'Antiquité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les termes qui désignent les sceaux, en grec sphragis, latin annulus, qui ensuite a donné au Moyen-Âge signum et sigillum, et puis aussi bulla. Tout ça, ce sont un ensemble de termes, de vocables, qui permettent déjà d'avoir une sorte de filiation par rapport à ce que vont devenir ce type de signes.
C'est une pratique qui est connue quasiment depuis la proto-histoire, donc avant l'écriture, environ moins 4000 en Mésopotamie pour les premiers seaux cylindres. C'est une pratique qui est commune, on va dire, dans l'ensemble du bassin méditerranéen et de l'Asie aussi. Donc on va le retrouver aussi en Égypte, que ça soit sous la forme vraiment d'une matrice qui va être appliquée à la main ou la plupart du temps, en tout cas souvent, de façon individuelle, sous la forme d'une bague à sceller. C'est-à-dire que le chaton de la bague va être gravé et permet au détenteur de pouvoir apposer son seau sur différents objets afin de les fermer, de pouvoir garantir qu'ils n'ont pas été ouverts et que c'est vraiment un bien qui est leur appartenance. Et puis ces sceaux, ils vont évoluer. Donc ici, page 26, on a une grande illustration. C'est un sceau byzantin de la fin de l'Antiquité qui est assez intéressant puisque on va avoir les différentes lettres qui constituent le nom de famille du détenteur, qui sont souvent composées sous la forme d'une croix. Et puis les sceaux sont peut-être moins utilisés maintenant, mais on va les retrouver aussi sous la royauté en Europe pour indiquer une authenticité de documents diplomatiques. Voilà. Un autre type de marque assez intéressant, ce sont les tituli picti, c'est-à-dire des estampilles qu'on va retrouver énormément dans le bassin méditerranéen pendant l'Antiquité. Le terme est déjà extrêmement intéressant parce que tituli, ça fait référence au texte, et picti, ce sont les images. C'est-à-dire que la particularité du logo et des marques en général, c'est de pouvoir réunifier en un signe, en une seule trace, en une seule marque, des éléments qui sont à la fois textuels et aussi imagés. Et même lorsque ce sont uniquement des textes, ces textes vont devenir une forme d'image. D'où le terme ensuite d'image de marque qui a pu être défini plus récemment. En page 28, la première image qui est ici à gauche en noir, ce sont des estampilles qui sont, on va dire, modulaires et qui datent de moins 2300 en Grèce. Modulaires dans le sens où, pour les tracer, il suffisait d'avoir soit un petit bâton à bout arrondi, soit un petit bâton, on va dire, plus rectangulaire et fin. Et la personne pouvait, entre guillemets, tracer elle-même sa marque, son tituli picti, en différentes étapes. Donc un outil permettait de tracer n'importe quel signe. Alors qu'en image 2, ce sont les deux petites images qui sont plutôt à droite, on a des exemples d'estampilles, on va dire logotypiques, qui datent du début de Rome entre 100 et 300 après Jésus-Christ. Donc là, c'est vraiment une matrice qui va être gravée et qui va être apposée directement dans la matière fraîche. Et en une seule application, on va obtenir donc ce type de marque qui est principalement textuel. Un autre cas qui est plus récent, entre 100 et 300, ce sont des tituli picti qui vont être peints, c'est-à-dire avec un pinceau et une peinture la plupart du temps rouge. Et ça va être tracé directement à la main sur l'amphore. Le cas est un peu moins intéressant tout simplement parce que la matière peut être grattée, cette terre, cette argile peut être grattée en surface, ce qui fait qu'on peut changer la nature soit du propriétaire, soit du destinataire, et donc la fraude est plus facile. Donc on imagine que c'est une technique qui était beaucoup moins utilisée. Contrairement aux autres estampilles qui, elles, sont vraiment appliquées dans la matière fraîche, si on a envie de tricher, c'est pas en grattant, parce que là, la surface va être beaucoup plus visible. Il faudra éventuellement remettre de l'argile fraîche par-dessus, mais dans ce cas, de façon identique, ça va laisser une trace. Donc, le piratage est beaucoup plus difficile. On va se déplacer un petit peu, on reste toujours dans l'Antiquité, on va aller du côté des peuples turco-irano-mongols, c'est-à-dire des peuples qui ont énormément bougé, qui étaient nomades. Ça représente les peuples alains, mongols, sarmates, scythes, et puis tous les peuples plus récents qui vont être turcophones. Les tangas, qu'on peut appeler aussi tamaga, ça va dépendre un petit peu des régions, les deux existent, sont très intéressants, et pour ça il suffit d'un petit peu regarder l'utilisation de ce mot et leur présence dans les différentes langues. Donc dans les peuples, on va dire
turco-irano-mongol, le terme désigne un timbre, vraiment dans le sens de cette matrice qui va être appliquée, ou d'un sceau. Et puis le terme a donné, notamment en Égypte, via l'indo-européen, le terme de taxe. C'est-à-dire qu'appliquer une taxe, c'est appliquer aussi une marque sur un document pour en indiquer la taxation. Le russe utilise le terme pour désigner la douane, exactement de la même façon que le mot marque en vieux norrois indiquait aussi une frontière. Et puis dans l'Empire islamique, on va dire, le terme correspond à un terme qui va désigner un cachet, voire même les Turcs vont l'utiliser pour désigner une médaille. Et donc les tangas, qu'est-ce que c'est ? Là, on va retrouver justement l'image que j'avais montrée au tout début. On a une stèle ici en noir avec à côté la transcription sous forme de tracés dessinés. C'est une stèle qui est à la frontière de certains territoires et où les habitants ou les personnes de passage vont pouvoir déposer leur marque pour en indiquer un droit d'usage. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires du territoire, parce qu'ils vont bouger à travers un plus large domaine, mais en déposant leur marque, ils vont indiquer qu'eux ont l'habitude de venir ici. Et donc, si moi je suis berger et que je viens faire paître mon troupeau sur ce territoire, dans ce cas, si je rencontre d'autres troupeaux, eh ben, j'ai été prévenu, il y a éventuellement d'autres personnes qui vont utiliser cet espace. En bas, la photo en couleur, on a un petit bas-relief qui représente deux personnages, et au centre, on a un tanga assez particulier, qui a cette espèce de forme de trident orienté vers le bas, et ensuite avec une espèce de triangle qui se continue de chaque côté. Donc là encore, c'est un tanga qui a été créé dans une stèle avec une utilisation, on va dire, un peu plus officielle. Et puis un autre usage qui est toujours en cours, c'est le petit drapeau bleu avec ce signe jaune. C'est le drapeau qui représente les peuples tatars de Crimée. Donc là, on est vraiment dans la partie, on va dire, Biélorussie, si je ne me trompe pas. Et donc, ce signe est toujours appliqué. Ainsi qu'ensuite, on a un blason héraldique qui est en deux parties. Et la partie qui est à gauche représente lui aussi des peuples sous la forme d'un tanga. C'est un usage qui est toujours en cours dans les peuples des steppes, notamment en Mongolie, et qui est utilisé principalement pour marquer le bétail, mais aussi certains biens et notamment quelques habitations fixes, qui ne sont pas nomades. Et pour marquer le bétail, eh bien, on va utiliser un fer qui va être forgé, et ce fer à marquer va être chauffé et ensuite appliqué la plupart du temps sur le flanc à la fois du bétail, mais aussi des chevaux. Donc c'est une pratique qui existe toujours, d'où cette photo en page 39. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un large vocabulaire de formes qui ont tous à peu près une même syntaxe, on va dire, c'est-à-dire qu'on a des signes qui sont indépendants et qui vont être accumulés les uns par-dessus les autres, ou parfois un peu plus en ramification. Donc c'est vraiment un vocabulaire formel qui va être, on va dire, génératif. C'est-à-dire on va les assembler et on va obtenir des marques particulières. Ce qui est intéressant, mais ça c'est quasiment propre à l'ensemble des marques que je vais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas véritablement de notion de style, dans le sens où l'épaisseur du tracé ou les proportions peuvent être relativement changeantes. Ce qui est intéressant, c'est plutôt l'ensemble des petits signes qui vont être accumulés et leur superposition. Est-ce que c'est de haut en bas, est-ce que c'est à droite à gauche, etc. Et puis c'est d'un des premiers systèmes de marque, on pourrait dire, qui va utiliser la brisure. C'est-à-dire que, page 34, on a ce premier signe tout en haut qui va être par exemple un triangle, qui va indiquer le premier détenteur. Donc on va imaginer le père de famille. Le père de famille va avoir deux enfants. Le premier va légèrement renverser ce signe pour indiquer que il est toujours le fils de son père puisqu'il a gardé le triangle, mais par contre, il n'est pas son père. Et puis le second frère, lui, va préférer rajouter un autre élément, donc ce petit cercle qui va être mis en dessous, et ainsi de suite. C'est-à-dire que de père en fils, les signes vont être légèrement brisés, déformés, soit par accumulation, soit par déformation.
ou rotation. Et on peut comme ça retracer, on va dire, une filiation entière. Les tangas sont aussi décrits. Alors, à l'instar d'autres systèmes de signes, leur description n'est pas écrite, elle est transmise oralement. Et on sait par témoignage que certains tangas vieux de 1000 ans sont encore connus sous la forme de la même comptine. Alors, plutôt que comptine, on va parler de narration. C'est-à-dire que une petite phrase, une petite histoire était apprise par cœur et transmise oralement. Et cette petite phrase décrivait le nom de la personne, éventuellement un acte de bravoure, voire une qualité au niveau de son caractère. Et on décrivait rapidement en même temps ce signe. Et donc lorsque les personnes trouvaient le signe, elles avaient l'habitude de connaître par cœur énormément de tangas, et donc elles étaient capables de pouvoir les décrire et de pouvoir les transmettre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de la brisure qui va apporter une filiation, il y a une narration qui va apporter énormément d'informations. Et on va rester un petit peu dans les marques appliquées sur le bétail. Là, c'est une section qui est propre toujours à l'Antiquité, mais qui va énormément déborder, puisque je n'ai pas forcément pour l'instant mené des recherches extrêmement précises. On sait que les marques de bétail étaient autant appliquées, que ce soit dans l'Égypte antique, la Grèce comme la Rome antique. Là, j'ai plutôt des informations pour l'instant sur des périodes qui sont postérieures. Donc la marque de bétail, ce qui est intéressant, c'est que le terme qui va être utilisé notamment en anglais, c'est le terme de branding. Le branding fait référence à un mot, il me semble, d'origine plutôt allemande, qui va correspondre au tisonnier, qui lui va être chauffé pour pouvoir marquer le bétail. Et le branding anglais, dont est issu ce terme, c'est le terme qu'on va utiliser en graphisme et notamment en communication pour traduire l'image de marque, l'ensemble des signes, des couleurs, des motifs qui vont être utilisés pour créer la communication visuelle et graphique d'une entreprise. Le marquage du bétail, si on revient dans l'Antiquité, il y a deux grandes techniques. Il y a l'entaille, notamment sur les oreilles, c'est-à-dire qu'on va faire une incision au niveau des oreilles, que ce soit sur une ou les deux oreilles. Ça peut être aussi des trous, des perforations. Et ces entailles, elles vont être reconnaissables et donc indiquer qui va être le propriétaire du bétail. L'intérêt de marquer le bétail, bien sûr, c'est que lorsque la bête va éventuellement sortir du territoire, qu'on va la perdre ou qu'elle va être volée, de pouvoir rapidement la reconnaître. Alors parfois dans les peuples dans l'Antiquité, le vol n'était pas forcément mal perçu. Ça faisait partie du jeu, on va dire. Ce qui était intéressant, c'était de pouvoir justement reconnaître que notre bête avait été volée. Et dans ce cas, si le détenteur pouvait reconnaître dans un autre troupeau qui n'était pas le sien, la plupart du temps, soit il pouvait la récupérer, mais parfois il va la laisser en disant félicitations, tu as quand même réussi à me la voler, j'ai rien vu. Puisque tu as été capable de cet acte relativement difficile, dans ce cas, tu peux garder ma bête. Et puis donc l'autre technique qui va être utilisée, c'est le marquage au fer, que ce soit donc sur l'épaule, le flanc, plus rarement la joue. Donc là, la photo, elle va être illustrative d'un cas contemporain, notamment en Amérique du Sud, puisque les premiers Espagnols arrivés en Amérique ont aussi apporté énormément de bétail, et cette pratique qui existait à la Renaissance en Espagne. Si on reste aux États-Unis, mais cette fois de façon contemporaine, les Américains des États-Unis, eux, vont toujours continuer à appliquer le marquage, notamment en fer rouge, toujours sous la forme d'un fer à marquer. Donc on a un vocabulaire de forme qui est relativement réduit par rapport à la technique. On ne peut pas faire des détails extrêmement développés. Ici, on a un ranch, il me semble, où l'ensemble des marques sont appliquées de façon décorative sur le mur. Ce qui est intéressant, c'est que même les États-Unis actuellement ont une législation par rapport à cet usage contemporain, qui est peut-être en perte de vitesse, mais en tout cas qui existe toujours. C'est-à-dire qu'on a des registres avec l'ensemble des marques qui sont désignées et les détenteurs qui sont répertoriés à côté. Donc il y a vraiment une valeur légale à cet usage. Et puis, toujours aux États-Unis, il y a un vocabulaire, c'est-à-dire que ces types de formes
peuvent être relativement vastes, mais en tout cas, on a un petit peu comme les tangas des modules qui vont être plus ou moins assemblés. On a beaucoup plus de références liées aux lettres, à l'alphabet. Donc tout en haut, on va avoir différents types de A. Donc le Crazy A qui lui est un A retourné, le Flying A qui lui va avoir des petites ailes, celui qui est couché il est lazy, c'est-à-dire il est feignant, il est paresseux, et puis celui qui va avoir des espèces de petits empattements de chaque côté, et ben c'est le Walking A, il est en train de marcher. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une désignation par rébus. Donc ici on en a un juste en dessous qui est assez intéressant. On a un 2 qui est debout, un 2 couché et le P. Ce qui va pouvoir se transcrire de façon orale comme too lazy to pee, ce qui pourrait se traduire par je suis trop feignant pour aller uriner. Donc il y a parfois des jeux de mots, des petits calembours qui vont être insérés. Et puis on va avoir aussi des ligatures. Donc ici on a 6 exemples de ligatures. Parfois les ligatures vont faire référence à quelque chose de précis. Par exemple les 4 F peuvent faire référence à une famille composé de 4 frères qui vont exploiter le même territoire. Et donc dans ce cas, c'est plus simple de le créer de cette façon. Parfois, ce sont les initiales. Parfois, il va y avoir encore d'autres raisons plus obscures. Si on vient dans l'Antiquité, on était en train un petit peu de faire allusion à des monogrammes, c'est-à-dire à des lettres qui vont être reliées ensemble. On a un ensemble de signes qui existent à la fois dans l'Antiquité, mais qui vont perdurer pendant un bon millénaire. C'est un ensemble de signes, page 39, qu'on va regrouper sous le terme de christogramme, c'est-à-dire les signes graphiques qui vont représenter le Christ. Il y en a plusieurs qui sont relativement communs, certains qu'on a moins tendance à utiliser aujourd'hui. IHC ou IHS qui sont des abréviations et une translittération imparfaite du nom de Jésus, c'est-à-dire on va utiliser des lettres qui, lorsqu'on va les dire phonétiquement, vont se rapprocher de la transcription grecque du nom de Jésus. Ensuite, on va avoir le chrisme, qui sont composés de 2 lettres, une qui ressemble à notre X, mais qui est en fait un qui, le qui grec, et puis un autre, soit sous la forme d'une barre verticale, soit d'un P, qui va représenter le rho. Et donc là, on va avoir les 2 signes graphiques qui vont représenter Christos, c'est-à-dire celui qui est oint, c'est-à-dire le Christ. Parfois, on va rajouter de chaque côté l'alpha et l'oméga, en référence à l'Apocalypse selon Jean, le début et la fin de toute chose. De façon plus rare, on va avoir ce petit poisson sous la forme de 2 courbes qui va faire référence, eh bien, on l'appelle l'ictus, c'est-à-dire le poisson, qui fait aussi référence à l'acronyme de Jésus, Fils de Dieu, notre Sauveur. Plus rarement, on va avoir l'inscription en grec à l'intérieur de ce petit poisson. Et puis si on passe du côté du Moyen-Âge, on est donc à partir de l'Empire romain, et puis on va aller quasiment jusqu'à l'invention de l'imprimerie. On va avoir encore un développement du commerce, notamment les routes de la soie, une installation des religions monothéistes, un développement scientifique, philosophique aussi, et puis de l'outillage et de l'ingénierie. On va passer du côté de l'Extrême-Orient, on est page 42, on va aller au Japon. Le Japon est très intéressant et j'ai mené pas mal de recherches ces derniers mois là-dessus. On a un ensemble de marques qu'on va appeler des kamon. Alors les kamon, ce sont les signes familiaux. Lorsque on va désigner des signes propres à des personnes ou à des usages différents, on va uniquement utiliser le terme de mon. Donc ce sont des signes soit individuels, soit familiaux. Parfois ça représente une seule personne, parfois ça représente vraiment toute une lignée. Ils apparaissent autour des années 1100. À l'origine, c'était un usage principalement impérial. Ensuite, ça a été plutôt féodal, avec des daimyos ou des grands propriétaires terriens. Donc on est plutôt sur de la noblesse. Et puis cet usage a extrêmement évolué. L'utilisation première, c'était dans des cas de champ de bataille. Ici, on a une estampe, page 43, qui représente une scène de bataille avec des cavaliers, des archers, ce qui doit nous indiquer qu'on est après les guerres mongoles. Et on a des armures et des casques. Les armures peuvent être différentes, mais en tout cas, sur le champ de bataille, il faut reconnaître les belligérants.
Donc, rapidement, on a eu d'abord des boucliers et pour des soldats à terre. Et puis, lorsque les soldats étaient beaucoup plus mobiles, on leur a rajouté, j'ai plus le terme en tête, c'est un terme japonais, qui va désigner ce petit étendard, ce petit drapeau qui va être monté sur un petit mât, fiché dans le dos, et qui va donc représenter sous la forme d'osmone, ce signe graphique, les différents camps. Que ça soit un chevalier, un guerrier en particulier, ou un guerrier et les différents soldats qui sont sous son ordre. Alors pour nous, visuellement, ça reste relativement chaotique, assez difficile de pouvoir s'y repérer parmi l'ensemble de ces signes. Ils ont une particularité, c'est que ils vont être tracés notamment sur du textile, avec une technique particulière comment on pourrait appeler ça, de décoloration. On a le textile qui va être teint en rouge, en bleu, en différentes couleurs, et ensuite on va appliquer une pâte avec l'équivalent d'un pochoir, et cette pâte va décolorer le tissu. C'est pour ça que la plupart des signes sont, on va dire, blancs sur un champ coloré ou sombre. De la même façon que les marques de bétail aux États-Unis, il va y avoir un aspect légal par rapport à cet usage, c'est-à-dire que l'empereur a instauré, a créé un document, un livre qui va regrouper l'ensemble de ces mônes, de ces camons. Graphiquement, ils sont toujours très très simples, c'est plutôt des silhouettes ou des contours. Il y a un vocabulaire formel relativement précis, mais qui est sujet à une grande évolution et même à une large invention. On a des cas de symétrie, de répétition par symétrie, par rotation, etc. Donc les signes sont extrêmement épurés, très élégants, en tout cas pour l'œil occidental, et existe donc quasiment depuis 1000 ans. On a aussi des documents qui vont attester de leur construction, c'est-à-dire pour l'artisan qui va devoir la poser sur un vêtement, notamment les kimonos, qui est le vêtement vraiment traditionnel japonais. On va avoir des pages qui vont décrire à la fois l'ensemble de ces signes, mais aussi de leur construction, comme ici, page 46. Les constructions sont faites à main levée, c'est-à-dire qu'on a un schéma de construction qu'il va falloir répéter. Ici, c'est un camon qui est contemporain. La création a été faite sur ordinateur. Et l'artisan graphiste, on va dire, lui, a montré justement tous les traits de construction. Et ce camon représente en fait 3 ombrelles qui sont répétées tout autour d'un cercle. Donc on voit que la construction peut être relativement difficile. Et l'artisan, lorsqu'il va le tracer à main levée, va utiliser 2 outils. Un compas qui est surmonté d'un pinceau, et puis aussi d'une petite règle qui va lui permettre de faire glisser son compas sur cette réglette et de pouvoir tracer des traits à main levée. Et les camons, les mônes en général, vont être apposés sur un large panel d'objets, que ça soit les norennes, donc page 49, c'est ce type de voilage qui va créer une sorte de cloison ou d'enseigne à l'extérieur des habitations et des commerces. On va l'avoir aussi sur les tuiles faîtières de certains bâtiments importants, que ce soit des temples shinto ou bouddhistes. Donc là, on va le voir sur la petite tuile donc, qui est au centre de cette décoration. Et puis, de façon plus rare, des familles relativement importantes vont vont le faire apposer à l'entrée de sanctuaires ou de temples sous cette forme de petits disques qui vont représenter chacune la famille, soit parce qu'elles ont aidé à la construction, soit parce qu'elles en sont, on va dire, partie prenante en termes de localité. Et ce contexte, on va dire, très guerrier, finalement, on va avoir un pendant en Europe sous la forme de l'héraldique. Donc on est toujours sur les champs de bataille. C'est exactement le même besoin, c'est-à-dire on va avoir des chevaliers qui vont être masqués, casqués, difficilement reconnaissables, et il va falloir pouvoir les identifier pour savoir qui est en train de se battre contre qui. Comme au Japon, on a à peu près la même période, autour des années 1100-1200. Le principal support, ça va être le bouclier.
ensuite éventuellement le drapeau. Mais en tout cas, le bouclier va être le principal support. L'héraldique, en fait, ça regroupe un ensemble de signes. Le principal signe, ça va être, enfin signe support, ça va être l'écu, c'est-à-dire vraiment le bouclier. Mais il est composé du cimier, c'est-à-dire une figure symbolique, décorative, qui va être posée sur le casque du guerrier, c'est-à-dire son aume. De façon décorative, foncièrement, on va avoir les lambrequins, ce sont des espèces de grands plumets qui partent de chaque côté. On peut avoir aussi l'ajout d'une étoile ou d'un badge qui va pouvoir être apposé sur le vêtement du guerrier. L'écu, c'est vraiment la figure principale. Et puis en dessous, on peut avoir une devise. La devise, elle est à la fois inscrite, mais elle va aussi être affirmée, et elle, oralement, elle va vraiment porter les valeurs de la personne qui est détenteur de ce signe héraldique. Je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant par rapport à l'héraldique, c'est qu'on a un usage de la couleur qu'on n'avait pas dans les autres signes que je vous ai montrés, puisque c'était vraiment la forme filaire, on va dire, qui était importante. Les couleurs, elles ne sont pas forcément définies, elles vont pouvoir changer, c'est-à-dire qu'entre un vert clair et un vert foncé, il n'y a pas forcément de différence. Mais on a deux grandes familles, on a les métaux qui regroupent donc l'argent et l'or, c'est-à-dire le blanc et le jaune. Ce ne sont pas forcément des couleurs qui vont être métalliques visuellement. Et puis on a les métaux, c'est-à-dire gueule, azur, sinople et sable, c'est-à-dire rouge, bleu, vert et noir, avec une syntaxe particulière, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction de superposition de deux métaux ou de deux émaux entre eux. C'est-à-dire que si on a envie de rajouter une couleur par-dessus un champ qui va être rouge, bah dans ce cas, il va falloir que ça soit argent ou or. Les cas d'incohérence en termes de superposition existent, mais ils sont extrêmement rares. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que justement ce type de proximité de couleurs et de superposition de couleurs vont être encore présents dans l'usage des drapeaux et des étendards. C'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir des superpositions d'un signe coloré par rapport à un champ, sinon ça serait visuellement beaucoup moins compréhensible et visible à l'œil nu. On a aussi une transcription de ces couleurs pour de la gravure qui a longtemps été en noir et blanc. Donc avec des jeux de lignes et de densité de lignes, d'orientation de lignes, qui va permettre de traduire, sans forcément avoir un descriptif précis, quelles étaient les différentes couleurs utilisées. On va retrouver la brisure, exactement comme les tangas, c'est-à-dire lorsque deux familles vont s'unir, on va, entre guillemets, fusionner leur blason. On n'est pas obligé, mais en tout cas c'est une pratique qui s'est développée. Et là on va les partitionner, c'est-à-dire on va diviser l'ensemble de ces écus, de ce bouclier, en différentes zones pour pouvoir les additionner. Le problème, c'est que bien sûr, si on a envie d'appliquer cette règle, ici on a 3 blasons de plus en plus complexes qui peuvent être retrouvés sur la page Wikipédia de l'héraldique. On va obtenir quelque chose qui va être totalement indescriptible. Non seulement non mémorisable, mais l'héraldique, c'est la science de l'héros. Le héros, c'est justement cette personne ici costumée, page 53, qui a pour fonction d'annoncer les chevaliers, notamment lors des tournois. Et chaque écu va être décrit par rapport à sa forme, par rapport à la partition, par rapport aux meubles, c'est-à-dire aux différents signes qui la composent. Si on part dans une telle complexité, même le plus petit qui est encore le plus simple, on va vite obtenir une description orale qui va être extrêmement compliquée. On va rester dans le Moyen-Âge, on est dans un usage qui va être vraiment plus mercantile. Ce sont les marques de maçons, et puis je vais regrouper aussi les marques d'artisans, puisqu'au final on va se rendre compte qu'on est exactement sous le même type de vocabulaire formel. Ici on a une gravure de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, qui va montrer justement des ballots et des lots de biens. Et on peut regarder dessus et voir qu'on a différentes marques plus ou moins complexes qui vont être apposées. Alors si on essaie de regarder, on va déjà commencer par les marques de maçons. On a quelques livres, quelques études qui retracent assez bien ce type de marques.
En noir, en tout cas dans les images qui sont ici en couleur, page 55, on a en rouge la matrice, c'est-à-dire vraiment le tracé régulateur, dans lequel vont être inscrits les différentes marques qui, elles, sont en noir, pour celles qui sont en grand format. Les différentes grilles, les différents modules, en fait, peuvent soit désigner une évolution historique, on peut comme ça un petit peu dater la période dans laquelle apparaît cette marque, ou au contraire indiquer une loge de maçons, c'est-à-dire les maçons étaient des artisans regroupés sous forme de confréries qu'on appelle des loges, qui ont ensuite donné le nom aux loges maçonniques. Et donc chaque loge va avoir son propre module et l'artisan va tracer à l'aide de cordes ou de compas ces modules pour pouvoir ensuite inscrire sa marque personnelle. La marque personnelle, elle avait un but extrêmement pragmatique, c'était que les artisans, les tailleurs de pierre, pouvaient bouger d'un chantier à un autre. Et dans ce cas, ils étaient payés à la pierre taillée. C'est-à-dire que s'ils avaient envie de partir au bout de quelques semaines ou quelques mois parce que le chantier leur plaisait pas ou qu'ils avaient connaissance d'un nouveau chantier qui était plus intéressant, ben dans ce cas, on pouvait répertorier leur marque, savoir combien de blocs ils avaient taillés. Dans ce cas, ils étaient payés quasiment à la journée pour leur travail. Ici, on est sur des marques médiévales de marchands. C'est un exemple qui vient d'une étude anglaise du début du siècle, il me semble. Et ce sont principalement des marchands de Sussex. On va le retrouver autant en Angleterre, dans des pays germains, dans l'équivalent de la France, de l'Italie, même de l'Espagne. C'est un petit peu comme les tangas, bizarrement. Alors on sait que les Mongols sont arrivés jusqu'en Europe. C'est difficile de prouver vraiment une connexion avérée ou une influence entre les tangas et les marques de marchands au Moyen-Âge. Mais en tout cas, on a une addition de petits signes avec souvent à la base soit un cœur, soit un orbe, c'est-à-dire vraiment un cercle, une sphère, soit d'autres signes. Et ils vont être comme ça surmontés par des croix, des flèches, des crochets, etc. Donc il y a vraiment une notion, on va dire, d'accumulation, un petit peu comme un monogramme. Alors parfois, à de très rares occasions, on va avoir des lettres. Ici, à gauche, on devine un B, un A, des R, mais c'est quand même relativement rare. Ce qui est intéressant, c'est que on va retrouver le même usage que les bagues à sceller, c'est-à-dire que le chaton de la bague va être gravé et le marchand va pouvoir soit directement lui apposer sa marque sur un cachet de cire ou même un cachet d'une autre matière pour pouvoir sceller un ballot. Comme dans l'Antiquité, on pouvait sceller aussi une amphore pour éviter qu'elle soit ouverte et puis pillée ou échangée. Et il y a un signe qui revient très fréquemment, que ce soit chez les tailleurs de pierre comme les marchands et les artisans, c'est ce qu'on appelle le 4 de chiffres. C'est-à-dire que c'est un signe qui est la plupart du temps tout en haut de cette marque et qui ressemble à un 4. Alors soit il est orienté comme le 4 actuel, soit en miroir. Alors le 4, ça c'est un nom qui a été donné relativement récemment. Chiffre, ça fait pas référence au chiffre en lui-même, mais justement à l'élément chiffré, c'est-à-dire à l'élément crypté. C'est-à-dire le signe qui va traduire autre chose et dont on ignore a priori la signification. Il y a plusieurs hypothèses. J'ai mené des petites recherches, j'ai un petit article sur le sujet. Soit on indique, notamment par rapport à un traité d'architecture de Philibert Delorme, qu'il serait une transcription graphique du geste du signe de croix. C'est-à-dire que de la même façon que les gens vont faire le signe de croix pour pouvoir se protéger du malheur, dans ce cas, on va déposer ce signe, le 4 de chiffre, au sein de notre marque sur un de nos biens. Soit ça serait une simplification et une déformation du chrisme, c'est-à-dire du chiro qui, tracé d'une autre façon, arriverait au 4. En tout cas, une autre hypothèse qui va quasiment dans le même sens, c'est que le 4 de chiffre est tracé d'une façon extrêmement précise.
et c'est un savoir qui correspond justement au savoir des bâtisseurs. C'est-à-dire que les maçons vont manier un outil principal qui va être la corde à 13 nœuds. 13 nœuds puisque lorsque ça va être tracé, enfin elle va être déployée et recomposée sous forme de triangle, on va obtenir le triangle rectangle par le biais de la propriété de Pythagore. Si je ne me trompe pas, ça va être 2, 3 et 4 unités pour chaque côté. Et donc, lorsqu'on va utiliser cette corde, on va pouvoir tracer de façon très précise, sans avoir aucune mesure, on va pouvoir tracer le cadre de chiffres. Et puis un autre usage particulier, ça va être la signature. Alors il y a une chercheuse française qui est maintenant, je crois, à la retraite, dont j'ai plus exactement le nom, Béatrice Frankel, qui a mené énormément d'études sur l'histoire de la signature. Elle a énormément évolué, donc là je vais essayer de faire très très vite. Page 59 à gauche, on va voir des ruches tironiennes. C'est ces signes extrêmement bizarres pour notre œil. Les notes tironiennes, ce sont un système d'abréviation hérité de l'Antiquité, qui comporte, il me semble, à peu près 10 000 signes différents. On a complètement oublié leur signification et leurs règles de composition. Mais en tout cas, les personnes détentrices, on va dire l'équivalent des notaires dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge, et notaient les parchemins avec ces inscriptions-là pour indiquer justement qui avait signé, dans quel but, etc. Ensuite, juste en dessous, on va avoir des signs notariaux ostensoirs, c'est-à-dire qu'on va faire référence, c'est ces formes d'étoiles et de croix. Ce sont des petits dessins qui vont représenter l'équivalent d'ostensoir, mais qui vont vraiment être tracés sur un manuscrit, pour en indiquer justement qui était le détenteur et donc qui vient d'apposer la validité sur ce document. Lorsque c'était des artisans, on a ici un ensemble de petits dessins qui va surtout représenter des outils. Et donc lorsque un artisan devait signer un document, dans ce cas il faisait un petit dessin qui représentait, on va dire, son métier, et dans ce cas ça voulait dire que lui s'était engagé sur ce document. La plupart du temps il y avait quand même des témoins qui étaient là pour attester que cette marque avait été faite par une personne, même si on ne peut pas forcément la reconnaître a priori, puisqu'on imagine que des cisailles vont être communes à de nombreuses personnes. Les chevaliers pouvaient signer avec des seins cimiers, c'est-à-dire ils vont représenter de façon dessinée leur cimier, parfois avec leur nom de famille rédigé à côté. Et puis les rois, dans le Moyen-Âge, vont eux tracer ce qu'on pourrait appeler des archigrammes. Alors il faudrait que je vérifie, parce que ce terme-là, je l'ai relativement peu vu, principalement dans une ou deux études. On pourrait juste parler de monogrammes, mais ce sont des monogrammes, c'est-à-dire des lettres qui normalement sont reliées les unes aux autres. Mais là, c'est vraiment l'ensemble du nom qui est vraiment composé. Elle est composée sous la forme d'une croix, et on a vraiment un lien complet avec les monogrammes des chrétiens byzantins. C'est-à-dire que à la chute de l'Empire romain, ça va être les premiers empereurs romains vont être du côté de Byzance, et dans ce cas on imagine que les premiers rois sur le continent, on va dire, européen, avaient envie de se réclamer de ce pouvoir chrétien, et dans ce cas ils vont garder un monogramme composé de la même façon que les Byzantins. Alors la Renaissance, il y a eu énormément de changements, ça tout le monde le sait, mais finalement en termes de marque, on n'a pas eu autant d'évolution que ça. Je vais un peu simplifier, mais le principal type de marque qui va apparaître, ça va être les marques d'imprimeurs. Les marques d'imprimeurs, elles sont extrêmement protéiformes. On va autant avoir des marques d'imprimeurs qui sont directement liées aux marques de marchands et d'artisans. On va retrouver le cadre de chiffres, le orbe, la croix chrétienne et d'autres signes. On peut faire allusion à de l'héraldique. Parfois, on va avoir un blason, et à l'intérieur du blason, on va quand même avoir un signe qui est directement rattaché aux marques de marchands.
Il y a toute une symbolique chrétienne qui, elle, va être vraiment imagée, qui va être gravée et reproduite. Elle est vraiment détaillée dans des livres d'emblèmes, donc les imprimeurs vont s'inspirer de ces livres d'emblèmes qui viennent plutôt d'Italie pour pouvoir créer leur propre marque. Et puis c'est aussi l'un des premiers cas où on va avoir vraiment des concepteurs, c'est-à-dire qu'on a des graveurs qui sont reconnus, identifiés, comme Goujon ou Cousin, qui eux sont vraiment les auteurs de ces marques. Donc là on a vraiment un panel pour nous montrer l'ensemble de ces formes. On va aussi avoir comme par exemple le tout premier qui est en bas, des marques qui vont faire appel aussi à des monogrammes. Bien sûr, pendant la Renaissance, je ne l'ai pas précisé, mais on va avoir aussi une prolongation de l'héraldique. Les temps modernes, si j'ai envie de préciser, en fin de la Renaissance jusqu'environ 1850, même si c'est des dates, on va dire, très symboliques, on va avoir une mécanisation plus développée et puis le développement des sciences, de la philosophie, du commerce international. Ce qui va vraiment plus se développer de façon large, ça va être justement le monogramme. Même s'il existe depuis l'Antiquité, on va se rendre compte que la royauté, la noblesse va commencer à en faire un usage plus fréquent, plus déployé sur à la fois des architectures, du linge de maison qui va être transmis justement de génération en génération, ou sur certains meubles. Le style va être complètement varié et changeant. On peut être sur de la capitale romaine pour justement de la gravure lapidaire sur des monuments. On peut être sur des écritures plus flamandes ou plus anglaises, suivant les périodes et suivant les zones géographiques. C'est aussi un système de signes, les monogrammes qui vont être développés sur des marquages de céramique, de façon très simple. On va le retrouver aussi sur des signatures de tableaux par des artistes, que ce soit Albrecht Dürer ou d'autres. Jean-Sébastien Bach aussi avait son monogramme, et puis jusqu'à très récemment, ici j'en ai mis un qui est assez élégant, celui de l'écrivain J.R. Tolkien. Et puis le monogramme, il va donc vraiment évoluer, puisque la lettre va évoluer dans son tracé, elle va évoluer aussi dans sa gravure pour l'imprimerie, elle va évoluer aussi par rapport à ses inspirations. Donc ici, on a 2 pages tirées du premier livre des cachets des marques et monogrammes de Georges Auriol. Donc on est plutôt sur une période qui correspond à l'Art Nouveau. Et Auriol, lui, à travers ses 3 tomes, il me semble, va développer un ensemble de propositions, de vocabulaire, qui ont énormément influencé ce qu'on a appelé ensuite l'Art Nouveau. Et sa source d'inspiration, c'était à la fois des cachets asiatiques, que ce soit chinois et aussi japonais, qui et donc apparaissaient sur des estampes, et puis des peintures aussi. Et puis d'une façon, on va dire indirecte, même s'ils n'étaient pas forcément trop connus à l'époque, sur les mônes japonais. C'est-à-dire qu'on va retrouver des cachets sous forme circulaire, c'était principalement la forme principale des mônes. Un signe clair sur un fond foncé, quelque chose d'extrêmement succinct, soit qui pour nous est relativement abstrait, mais pour les Japonais c'était vraiment figuratif, soit au contraire vraiment une forme complètement figurative. Donc ça c'est intéressant de voir justement la connexion entre l'Extrême-Orient et puis l'Occident, puisque les mônes, les kamones japonais ont été une source d'inspiration pour ensuite les logos modernistes, mais on va y revenir juste après. La période contemporaine, grosso modo 1850 jusqu'aux années fin 60, début 70. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chute de la monarchie. Donc l'héraldique, même si elle a été utilisée aussi par le tiers-État, va être, on va dire, beaucoup plus mise de côté. On a le développement de l'industrialisation et du capitalisme. Les religions sont, on va dire, en perte d'influence. Donc tous ces signes, le 4 de chiffre et toutes ces références aux christogrammes, à des signes religieux vont être beaucoup moins présents. Développement de la médecine et de l'hygiène, de la scolarisation. Donc on va imaginer que les monogrammes vont être encore assez présents, puisque justement les gens maintenant savent beaucoup plus lire. Et puis une révolution par rapport aux moyens de communication et puis de transport. Le premier cas intéressant, c'est une marque de bière, un brasseur qui s'appelle Bass, qui est le premier, en tout cas en Angleterre, à déposer son logo de façon officielle. J'ai plus la date exacte, c'est 1875. C'est un signe qui est complètement sans raison particulière. C'est un triangle rouge
avec en dessous cette écriture basse qui a pu éventuellement évoluer avec le temps. Il est présent à la fois sur les étiquettes des bouteilles, mais aussi sur les packs de bouteilles. Et c'est une marque qui était tellement connue, elle était réputée pour être la bière la plus vendue dans le monde à la fin des années 1870, à tel point qu'on peut la retrouver sur la table d'un tableau d'Édouard Manet, qui s'appelle Un bar aux Folies Bergères. On a des bouteilles de champagne, différentes autres liqueurs, et puis on a donc, on le reconnaît par rapport à l'étiquette, cette bière anglaise, la bière basse. Quand on parlait justement de monogramme et puis d'influence de l'Asie, on peut aussi regarder du côté des signatures des artistes de la sécession viennoise qui vont créer leur signature sous forme de monogramme, principalement inscrits dans un carré. Donc ce sont les marques qui sont ici en haut de la page 69 en noir. Et puis en bas, je me suis permis de rajouter justement des sceaux asiatiques, principalement chinois, pour montrer justement l'influence, la parenté. Ils vont justement déformer les lettres à la fois dans le style de la sécession viennoise et puis aussi pour justement créer une sorte de rythme à l'intérieur de ce carré. Donc c'est relativement intéressant de voir l'influence de l'Asie par rapport à des marques qui vont vraiment lancer la modernité. Les graphistes du premier modernisme, par rapport à différents courants artistiques, vont aussi redéfinir l'apparence du logotype, du logo. Donc les premiers modernistes, on peut avoir deux styles, avec le logo de la revue, deux styles, et ensuite un logo pour un architecte qui s'appelle Jan Wils. C'est principalement un jeu de rectangles qui vont être mis les uns à côté des autres pour créer soit un signe arbitraire, soit au contraire tout un lettrage relativement précis et géométrique. Les constructivistes, notamment russes et puis aussi un petit peu hollandais, vont redéfinir le logo en gardant vraiment des formes extrêmement géométriques qui vont pouvoir être assemblées pour éventuellement connoter des personnages, des animaux. Donc le premier, ça va être le logo pour une marque qui s'appelle Joko. Le deuxième, c'est quasiment un rébut. Ce P accompagné du carré noir, c'est pour le graphiste Piet Zwart. Zwart voulant dire noir. Donc dans ce cas, il a quasiment composé ce rébut avec le P signifiant son prénom, et puis ce carré noir qui va signifier son nom de famille. Et puis l'artiste et graphiste El Lesinski qui va faire cette petite marque relativement précise et succincte. Et puis l'école du Barros va elle aussi, avec le temps, définir sa propre identité avec le logo du Barros et puis à côté le logo pour la bibliothèque du Barros qui, lui, contrairement aux autres, va faire un usage de la couleur. Toujours dans le premier modernisme, il y a un grand graphiste allemand qui va vraiment, avec d'autres aussi graphistes allemands, va redéfinir le logo moderne. C'est Wilhelm Defke, 1887-1950. Il serait normalement l'auteur, le designer de plus de 10 000 logos. À tel point que, alors même si c'est pas lui qui a défini ce style, puisqu'il y en avait d'autres comme Adank aussi, on est sur quelque chose d'extrêmement simple. Ça peut être une référence à une initiale, un monogramme, un signe graphique, qu'il soit abstrait ou figuratif. Mais en tout cas, c'est aussi quelqu'un qui avait mené dans son coin des petites recherches par rapport à des signes plus anciens. On avait des entreprises à l'époque, donc avant la Seconde Guerre mondiale, qui faisaient un usage de différents signes païens, présents aussi à travers les 5 continents, notamment la croix gammée. Defke était réputé juste pour justement créer des logos, des signes graphiques, des marques qui avaient une telle force que les entreprises voyaient leur activité vraiment prospérer. Il y a plus ou moins une légende, j'ai pas de documents sûrs, mais qui indique que les recherches, et en tout cas la notoriété de Defke, avaient poussé
le Second Reich, le Troisième Reich allemand, de définir de façon plus précise leur identité, et donc aurait récupéré la croix gammée avec une rotation, avec un sens particulier, mais en tout cas avait récupéré ce signe païen qu'on trouve autant au Japon, en Asie, au Moyen-Orient que dans les pays nordiques, pour faire leur communication. Si on passe à l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qu'on va appeler le second modernisme, le style suisse ou style international, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a beaucoup plus de documents, de manuels de graphistes qui vont expliquer ce qu'est un bon logo. C'est un signe, il faut qu'il soit concis, il faut qu'il soit facilement mémorisable. S'il est concis et mémorisable, dans ce cas, il va avoir un fort impact. Ça peut être un signe abstrait. On va avoir toute une connotation de signes, de valeurs pour pouvoir le comprendre et l'accepter. Ça peut être un monogramme. En tout cas, ici, vous avez une double page d'un livre qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Logo Modernisme, d'un auteur allemand qui s'appelle Jens Müller. Et ici, c'est une double page du plus grand, on va dire, graphiste moderniste japonais, qui s'appelle Yusaku Kamekura. Et Kamekura, en fait, il fait exactement la liaison entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire d'un côté toutes les avant-gardes artistiques, graphiques, le premier modernisme qui va créer des marques extrêmement simples, géométriques et efficaces, et puis de l'autre côté la tradition japonaise des Mon et des Kamon qui vont être cités dans énormément de manuels comme étant une influence intéressante à garder en tête. Donc là, on a autant des logos NHK pour la chaîne de télé japonaise qui sont complètement, on va dire, occidentales, mais d'autres signes qui sont directement des références à des Kamon, au moins dans le style et dans la façon de les tracer. Si on va du côté de outre-Atlantique, on peut avoir des grands graphistes typiquement américains comme Paul Rand, qui est l'auteur d'énormément d'identités différentes, certaines qui existent toujours, même si elles ont un petit peu été revues, que ce soit UPS ou IBM. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il est dans un modernisme, en tout cas les Américains sont un peu plus dans une ouverture en termes de forme, dans l'usage de la couleur aussi, et puis Paul Rand avait une capacité de créer des logos d'une façon beaucoup plus joyeuse, on va dire, par rapport à l'usage des formes et des couleurs. Il était aussi l'auteur de 3 ou 4 livres pour enfants avec son épouse. Alors c'est très difficile ensuite de rentrer, on est page 74, sur la période postmoderne, parce que si je veux la définir, on pourrait dire que justement c'est une fois que le modernisme a perdu en vitalité, qu'il va être remis en cause. Moi je vais plus m'intéresser comme date de début au moment où le logo va cesser d'être foncièrement imprimé. Donc je vais me baser d'abord, page 75, sur les logos que j'ai désignés comme étant animés ou filmés. Le premier usage, ça va être justement le cinéma. Les studios de cinéma vont se faire connaître, ils vont vouloir indiquer que c'est leur studio qui produisent ces films, filmer leur logo. Donc ici on a SLAT, qui est le nom d'un lion. En fait c'est toute une génération de lions, parce qu'il y en a eu plusieurs, que la MGN va filmer pour représenter ses studios. Alors, tous les studios vont avoir leur logo, parfois c'était des choses extrêmement simples, et puis avec la technique d'animation image par image ou avec d'autres procédés, on va les rendre animés. Donc ici on a une chronologie, page 76, qui montre l'évolution en termes de style. Alors je ne peux pas vous les montrer en train de bouger, mais en tout cas vous pouvez les retrouver sur internet, notamment sur YouTube. Ça peut être des maquettes, ça peut être ensuite des images de synthèse, mais en tout cas le style va évoluer pour que ce logo il soit vraiment quasiment en relief, en 3 dimensions et en mouvement. Actuellement, ce qui est en train un petit peu plus de s'opérer, c'est que les studios sont extrêmement connus, que chaque production est, on va dire, quasiment une marque à part entière, c'est-à-dire que les films de super-héros sont très connus, on a des marques de franchises de films, que ce soit les Star Wars ou autres. Et donc, pour éviter de poser un logo qui ferait un petit peu tâche par rapport à la suite du film, on va introduire le film avec le logo du studio, mais qui va être retravaillé. C'est-à-dire que suivant le film, on va changer son aspect pour qu'il s'incorpore beaucoup mieux. Donc ici, page 77, vous avez le studio Warner Bros. Avec
un certain type de déclinaison pour pouvoir être beaucoup mieux incorporé au film qui va suivre. Et puis les logos animés, en fait, même Paul Rand, qu'on avait vu avant, y avait déjà réfléchi d'une façon, on va dire, pardon, d'une façon, on va dire, plus ludique. Il a été amené à travailler pour Westinghouse, qui est une marque américaine qui existe toujours, qui utilise toujours ce logo-là, qui est à la fois un producteur d'électricité, mais qui va aussi le distribuer et qui va même créer des ampoules. Donc il a imaginé ce petit W, qui représente l'initiale de la marque, sous forme de points et de traits, qui va représenter en fait le filament d'une ampoule. Et puis pour mieux présenter et mieux faire adhérer le client à ce logo, il l'avait présenté un petit peu étape par étape. Et en le présentant étape par étape, on le voit se dessiner, on va pouvoir l'animer pour des campagnes télévisuelles ou au cinéma, ou alors pour des enseignes, notamment en néon, qui vont pouvoir s'éclairer étape par étape. Donc c'est pas propre uniquement aux entreprises cinématographiques. Un autre système qui pour moi est postmoderne, c'est les logos qui sont des systèmes. On a vu toutes les marques anciennes qui peuvent utiliser différents petits signes qui vont être combinés. On a eu quelques cas, même si c'est relativement rare, mais ça a tendance à se développer de plus en plus, de logos qui fonctionnent comme un tout et qui vont pouvoir se décliner. Donc par exemple ici on a un logo pour une entreprise qui s'appelle Metra International. Metra était composé avant de différentes enseignes qui ont été rachetées, ce qui est propre on va dire à l'après Seconde Guerre mondiale et au capitalisme. Et donc il fallait à la fois pouvoir montrer que chaque petite entreprise fait partie d'un tout et que ce tout, il englobe chaque petite partie. Et donc ici, on a un graphiste d'origine allemande, mais qui travaillait uniquement en Angleterre, FHK Henrion, qui lui a composé ce système sous forme d'hexagones qui vont se recouper. Et le signe qui va être au centre de ces trois hexagones, sous forme de petits points, va être activé ou non en bleu, ou en noir, pour pouvoir désigner une filiale ou un service particulier de cette entreprise. De la même façon, on va avoir Google, qui est tellement connu, à tel point que beaucoup de navigateurs sont réglés pour afficher directement la page de Google. Google va jouer sur son identité en illustrant son logo pour le rendre beaucoup plus festif, ludique, voire événementiel, c'est-à-dire que suivant les thématiques du jour, on peut faire référence à la vie d'une personne, à la journée mondiale d'une thématique, etc. Et donc son logo va être complètement déformé, ce qui d'habitude était relativement interdit dans les chartes graphiques, pour pouvoir être, on va dire, presque un outil de communication à part entière. Il va raconter quelque chose, il va positionner Google sur un axe particulier. On a un cas ici, page 81, qui est assez intéressant aussi. C'est un logo pour une institution culturelle qui s'appelle la Casa da Música à Porto, au Portugal, qui a été designé par Stefan Steigmeister, qui est d'origine autrichienne mais qui travaille aux États-Unis. Et on a demandé à Steigmeister de faire un logo pour cette salle de concert. Il fait relativement peu de logos, mais ça l'intéressait. Mais il n'avait pas envie non plus de faire un logo on va dire, mercantile, comme une entreprise privée. Et donc il s'est intéressé, puis il s'est rendu compte que cette salle, elle a une architecture complètement particulière. Il s'est dit, mais en fait, votre identité, c'est votre architecture. Elle est neuve, elle est implantée, elle est reconnaissable, elle est forte. Donc il ne faut pas essayer à réinventer autre chose. Vous allez utiliser votre architecture. Mais l'architecture, c'est une image qui est là en 3 dimensions. Donc il a imaginé, pour créer un logo, en tout cas, une application, un logiciel, qui a modélisé en 3 dimensions l'architecture de cette salle. Il va ensuite proposer aux graphistes qui, eux, vont décliner la charte sur des affiches, sur des documents, de choisir une image. Par exemple, ici, c'était Lou Reed qui éventuellement passait en concert. Bon, dans ce cas, on choisit l'image de Lou Reed qui va être utilisée sur les affiches, sur les programmes. On va pouvoir
piper, comme dans les logiciels, les couleurs qui sont utilisées dans cette image. Et puis ces couleurs vont être directement injectées par le logiciel sur les volumes du bâtiment. Et ensuite, il suffit de choisir quelle face du volume, quelle façade on a envie d'exploiter. Et on va avoir comme ça un ensemble de petits logos qui vont être tous changeants. Que ça soit d'une affiche à une autre ou d'une saison à une autre. Mais la particularité, c'est qu'elles utilisent le même élément de base, c'est-à-dire un volume et non plus un signe prédéfini en 2 dimensions. Donc ça, c'est une utilisation assez intéressante, assez créatrice et novatrice. De la même façon que un autre organisme public, la ville de Melbourne, a fait appel à une grande agence qui s'appelle Landor, je crois qu'elle est anglaise ou américaine, je ne me souviens plus. Et eux aussi ont voulu créer un système de marque beaucoup plus ouvert. Et donc on va retrouver le M de Melbourne, qui va être détaillé avec un ensemble de réseaux qui va constituer des facettes ou des tracés filaires. Et ensuite, la liberté est donnée aux graphistes qui vont utiliser cette charte pour utiliser ce logo aux couleurs qui leur semblent. Est-ce que ça sera en une seule couleur, en quadrichromie, en ton direct? Est-ce que ça sera en positif, en négatif, etc. Donc la ville montre qu'elle n'est pas une entreprise comme les autres. Elle n'est pas là uniquement pour faire de l'argent, elle va être là aussi pour amener d'autres valeurs. Dans ce cas, il faut que son signe, sa marque, soit elle aussi différente et donc beaucoup plus ouverte, mais en restant quand même reconnaissable. Et puis un dernier cas, ça va être l'université d'Ontario, le College of Ontario of Art and Design, qui a fait appel à un Canadien, Bruce Moe, en 2011, et qui lui aussi va se dire il va falloir que ce signe, cette marque, elle soit extrêmement flexible. Avoir un logo en définissant ce qu'on a le droit de faire et de pas faire, pour un organisme public, ça devient un petit peu dommage et ridicule. Donc on a ces blocs avec ces différentes lettres, O, C, A, D. Ensuite, à côté, un carré plus grand qui va contenir l'appellation en entier. Et puis le petit U qui fait référence à l'université. Lorsqu'on enlève le nom complet, le grand carré va devenir un container pour contenir une image. Elle peut être à l'arrière, elle peut dépasser, elle peut être complètement à l'intérieur. Et ce système de signes va pouvoir être apposé dans énormément de cas différents. Et puis un cas, on va dire plus récent, ça fait peut-être une quinzaine d'années, 20 ans peut-être maximum, ce sont des systèmes génératifs de logos. Alors les graphistes détestent ça, pour une raison simple, c'est que c'est l'utilisateur, c'est-à-dire, imaginons, je suis créateur d'une entreprise, j'ai besoin d'un logo, j'ai pas envie de dépenser beaucoup, j'ai envie d'avoir un ensemble de choix quasi infini, j'ai envie de pouvoir revenir dessus à foison. Eh bien, ici, vous avez, page 84, un ensemble de pages d'accueil de sites internet qui me permettent, moi, en tant que chef d'entreprise, de pouvoir créer un logo, entre guillemets, sur mesure. Donc le fonctionnement, il est simple, c'est que je vais choisir un secteur d'activité, je vais taper le nom de mon entreprise, je vais éventuellement être amené à choisir des mots-clés qui vont soit définir des caractéristiques, par exemple, est-ce que c'est de l'industrie, est-ce que c'est quelque chose qui doit être sympathique, est-ce que ça doit être puissant, est-ce que ça doit être fort, etc. Et puis par rapport à ces différents mots-clés, à ces différents critères et domaines, à la fin, je vais obtenir un logo qui est censé être sur mesure. Je peux même changer la typographie ou les couleurs. Ce qui est intéressant, même si la pratique est à mon avis très peu pertinente d'un point de vue communication, c'est qu'en fait on va obtenir des logos qui eux vont être extrêmement connotés. C'est-à-dire lorsqu'avant les modernistes avaient tendance à créer des logos très forts, mais finalement très homogènes en point de vue style, c'est-à-dire que entre l'entreprise qui va commercialiser du lait, celle qui va commercialiser du pétrole et celle qui va commercialiser du vin, on va quasiment obtenir un signe qui va être similaire. C'est d'ailleurs pour ça que le modernisme a vu un petit peu sa limite. Et bien là, avec ce type de logiciel, de site internet, on va avoir des logos qui vont être extrêmement connotés par rapport à leur secteur d'activité. Donc
Ici en haut à gauche, on va avoir des logos qui vont être liés à tout ce qui est plus ou moins écologique. Donc on va être sur du vert, on va avoir une petite main très protectrice, on va avoir des petites feuilles qui vont évoquer la nature. Ensuite, au milieu, toujours en haut, on va avoir tout ce qui est lié au bâtiment ou à l'immobilier, donc avec une petite maison, avec de la protection, le toit, etc. Bref. L'ensemble de ces logos a en fait pour fonction plus d'être accepté que d'être vraiment de se démarquer. Donc moi c'est ça qui m'intéresse dans ce type de pratique plus contemporaine, c'est qu'à la fois on retourne dans une pratique qui est quasiment celle de l'Antiquité, c'est-à-dire que ce signe n'est pas forcément différenciant. La personne va se la créer elle-même, cette marque. Ici, ça va être le chef d'entreprise qui va faire appel à ce logiciel, à ce site internet. Dans l'Antiquité, on imaginait qu'il avait juste besoin de faire un petit essai en me disant celui-ci me plaît parce qu'il y a telle et telle chose, il y a un signe de protection, ça peut faire référence à une lettre qui est dans mon nom de famille, etc. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la personne est indépendante pour la conception et en même temps, elle va faire appel à une esthétique qui est commune à un ensemble de métiers, de types de pratiques. Et puis si je dois faire une synthèse, sachant que j'ai enlevé beaucoup de pages par rapport à ce que j'avais fait dans d'autres conférences, c'est qu'en fait les principales caractéristiques d'un logotype, marque, c'est qu'on va avoir premièrement une concentration, une condensation, c'est-à-dire que ça soit un monogramme qui va compiler plusieurs lettres en un seul signe, que ça soit des tangas ou de l'héraldique ou même un logo, on va prendre différents éléments, les compacter ensemble, les synthétiser pour avoir une seule image ou un seul signe. Ensuite, on va avoir la présence de l'empreinte, que ça soit sous la forme d'une matrice ou d'un caractère d'imprimerie. Le sceau, les fers à marquer, l'impression, l'estampage. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que l'image que vous avez ici, page 87, ce sont des estampilles personnalisées qu'on peut se faire fabriquer, je crois pour environ 50 €, sur un site internet, et notamment pour les petits artisans, que ce soit quelqu'un qui va vraiment vivre de sa pratique, ou un amateur qui fait un peu de céramique, fait un peu de travail du cuir, etc. Dans ce cas, on va commander et télécharger le fichier de son logo. Et ensuite, on va obtenir cette petite estampille qui va nous permettre de marquer le bois, la céramique, le cuir et d'autres surfaces. Donc, c'est une pratique contemporaine qui est, on va dire, en train de revivre, même si elle reste très réduite, alors qu'avant, on avait l'impression qu'elle était en train de complètement disparaître. Le troisième point, c'est le point lié au discours, à la narration. Les tangas, il y a cette petite histoire qui va être répétée. L'héraldique, on a aussi cette devise qui va être transcrite. On a aussi la vexillologie, c'est-à-dire les drapeaux qui sont eux aussi définis, racontés de la même façon que l'héraldique. Et puis, alors j'avais enlevé la slide, c'est tout ce qu'on appelle les marques parlantes, c'est-à-dire des marques qui vont utiliser une proximité phonologique, on va dire, pour transcrire le nom de quelqu'un, le nom du détenteur. Donc par exemple, je crois qu'il y a une ville au Québec qui doit s'appeler Saint-Calixte, le prénom, mais qui dans son héraldique et son drapeau va représenter 5 calices. Et donc par proximité de sonorité, on va faire référence comme ça quasiment à un rébus qui va nous permettre d'identifier la marque. Les kamon japonais aussi utilisaient en partie cette technique de marque parlante. Le quatrième point, c'est la filiation, c'est-à-dire la brisure, qui va nous permettre de savoir qui était le père, qui était le descendant. C'était très rare que ça soit de mère à fille ou de mère à fils. Mais en tout cas, le terme, il va aussi exister lorsqu'on va avoir le rapport entre une société mère et puis les filiales. On va avoir les mères, la mère d'un côté et les fils de l'autre. Le point 5 intéressant, c'est la structure, c'est-à-dire que finalement, que ça soit une marque
antique ou même du Moyen-Âge, une marque de marchand, c'est la structure qui est importante. L'épaisseur du tracé, sa régularité ou ses proportions, finalement, ne sont pas forcément définies d'une façon précise, de la même façon que Google. On va plus retenir les formes générales de son nom et de son logo et pouvoir jouer ensuite avec. Le point numéro 6, c'est la territorialité, c'est-à-dire que ces personnes qui avaient une marque dans l'Antiquité et au Moyen-Âge habitaient un certain territoire, avaient un usage d'un territoire, et par la suite, avec les entreprises et les logos, on va avoir une utilisation d'un territoire de marque, c'est le terme qui est utilisé, avec notamment une présence de logos, notamment dans des villes avec des grands bâtiments. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a un énorme bâtiment, une entreprise va essayer d'avoir son logo affiché tout en haut. Ça ne va pas forcément dire qu'elle a ses bureaux dans cet immeuble, mais au contraire, elle va afficher sa puissance en étant sur le point le plus visible de la ville. Et puis le 7e point, qui est quasiment commun à l'ensemble des systèmes de marque que je vous ai montré, c'est cette partie officielle. C'est-à-dire que même si la pratique n'est pas gravée dans une loi, on a quand même des documents qui sont validés par une autorité hiérarchique et qui vont nous expliquer que telle marque est reliée à telle personne ou à telle entreprise. Et dans ce cas, si on utilise la même marque, il va y avoir un problème. Et dans ce cas, on va pouvoir savoir qui était le détenteur le plus ancien. Et dans ce cas, lui seul aura droit de le garder. Et donc, si je dois résumer un petit peu, on a deux grands types de systèmes de marques. D'un côté, on va avoir les marques avant le modernisme, qui étaient vraiment des systèmes. C'est-à-dire c'était un ensemble de choses qui fonctionnaient les unes avec les autres. C'était un système constructif, c'est-à-dire qu'on a une géométrie ou une grille qui va définir une structure. Il y avait quelque chose de l'ordre du modulaire ou du génératif. Si j'étais artisan au Moyen-Âge, je pouvais assembler différents petits signes les uns avec les autres, même si actuellement on ignore la signification ou les connotations. Et donc je pouvais moi-même créer cette marque personnelle. Et puis c'était aussi un usage qui était extrêmement contextuel. C'est-à-dire que un noble au début des temps modernes va pouvoir faire un usage à la fois d'un blason héraldique, d'une signature sur un document officiel, apposer son monogramme sur un bâtiment ou sur d'autres biens. Donc c'était vraiment le contexte de l'usage qui allait pouvoir nous indiquer quel type de marque et de signe on allait pouvoir apposer. Et puis un deuxième grand pan en parallèle, c'est le point 2, c'est les logos après le modernisme, qui eux sont des systèmes, mais des systèmes d'un autre ordre. Ce sont des systèmes qui sont plutôt esthétiques, c'est-à-dire c'est par rapport à l'esthétique du domaine d'activité, souvent, qu'on va avoir une connotation. C'est-à-dire que si je fais, justement, si j'ai une activité économique liée à du luxe, je vais faire appel à des choix typographiques, à des codes couleurs, à un style d'iconographie complètement différent par rapport à un usage de l'industrie automobile, si je prends des exemples assez différents. Et puis c'est aussi un système qui va être interne, c'est-à-dire qu'on a un squelette, mais ce squelette il peut être habillé de différentes panoplies. Donc là finalement on n'est pas très très loin non plus du système constructif que j'avais défini juste avant, c'est-à-dire comme je vous avais dit, le logo de Google, on va le reconnaître par rapport à cette répétition des deux hauts, à ces formes très précises, et on va pouvoir en jouer complètement. Ce qu'on pourrait définir en termes de bilan, c'est que le logo contemporain et postmoderne, il a gagné en richesse de style. C'est-à-dire que lorsque le modernisme avait tendance à vouloir tout uniformiser, en tout cas en théorie, parce qu'il y avait quand même énormément de logos très variés pendant cette époque-là, maintenant on va pouvoir partir dans des esthétiques extrêmement différentes. Par contre, mon observation, c'était de me rendre compte que le style de logo était quand même relativement borné. C'est-à-dire que les logos vraiment novateurs, souvent
dans les écoles de design graphique, on va demander à un élève, à un étudiant de créer un logo qui va se démarquer. Si on crée un logo qui est complètement nouveau, novateur dans son style, dans son vocabulaire, ce logo ne va pas forcément être compris tout de suite. Et les entreprises ont beaucoup de mal à prendre le parti pris du risque et d'aller sur un terrain complètement vierge. Par contre, les logos qui sont actuellement relativement novateurs, ce sont aussi des secteurs d'activité qui, eux, sont novateurs. Par exemple, souvent, on a le logo de Nike qui est mis en avant comme étant extrêmement simple, épuré, à tel point qu'on peut se passer de l'appellation écrite, mais juste garder cette petite virgule. Ça a été l'un des premières entreprises d'équipements sportifs, avec Adidas, qui lui aussi, que ça soit sous les 3 bandes ou l'espèce de trèfle, était parmi les premiers. Donc un logo qui maintenant se démarque, c'est plutôt un logo qui va se permettre d'aller dans l'innovation parce que l'entreprise, le secteur d'activité est lui-même aussi novateur. C'est aussi le cas des logos pour tout ce qui est informatique. Ça a été une nouvelle esthétique, mais cette nouvelle esthétique, elle a pu arriver parce qu'avant, il n'y avait rien. J'ai enlevé, je pense, la slide, mais je peux au moins la décrire. Le tout premier logo d'Apple représentait une vieille gravure avec notre petit scientifique, dont j'ai oublié le nom, ça va peut-être me revenir, qui était sous son pommier et qui va recevoir la pomme sur la tête. À la base, c'était ça l'idée de la dénomination Apple, c'était de faire référence à cette découverte de la loi de la gravité. Sous-entendu, l'informatique va elle aussi être une nouvelle révolution. Et puis cette esthétique ne convenant pas, parce qu'elle était vraiment de l'ordre de la gravure ancienne, quasiment des années 17-18e siècle, elle a rapidement été changée pour devenir la petite pomme, auparavant sur un fond d'arc-en-ciel, mais en tout cas extrêmement simple. Et c'est cette simplicité qui parfois est complétée avec des typographies extrêmement technicienne, on va dire, qui a défini tout l'ensemble du style des logos d'informatique. Donc voilà, pour moi, la conclusion, en fait, c'est que quel que soit le type de marque qu'on a pu voir dans le passé comme aujourd'hui, un logo n'est pas forcément fait pour se démarquer, mais il est là pour se faire accepter, sauf si c'est une réelle innovation. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ce panorama extrêmement exhaustif et très enrichissant qui nous a appris beaucoup de choses. Il y a peut-être quelques questions. Merci. Le logo doit-il être enregistré à l'INPI ou autre institution ? Alors c'est vrai que par rapport aux questions légales, c'est un domaine dans lequel je ne me suis pas encore penché, même si effectivement dans l'Antiquité on a tout de suite vu des cas de falsification. Alors je vais peut-être dire une bêtise et ça nécessiterait d'être vérifié. Je ne sais pas s'il doit être forcément déposé. C'est clair que si on a envie de ne pas avoir de problème, c'est une action qui est, on va dire, fortement encouragée. Il y a le cas des noms de famille. Je sais qu'il y avait eu une plainte déposée il y a quelques années par rapport à une boutique qui vendait des costumes enfin des vêtements et qui était la propriété d'une Madame Chanel. Elle avait eu un problème par rapport à la célèbre marque de couturier. Elle l'avait gagné parce que c'était son nom et que dans ce cas, elle n'avait pas à définir qu'elle avait un certain droit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je me souviens, lorsque je travaillais en agence de communication, il m'était amené de travailler pour McDonald's, la chaîne de fast-food, et de créer un logo pour une opération, c'est-à-dire un petit événement où il y avait des cadeaux qui étaient offerts. Le nom de l'événement, je crois, n'était pas forcément déposé, mais le logo l'était.
Et le service juridique de McDonald's était extrêmement pointilleux, à tel point qu'on m'avait dit tu as mis à l'intérieur d'un grand C un texte qui était la moitié de cette appellation événementielle. Eh bien, le service juridique de McDo refuse, puisqu'ils ont trouvé un logo d'un plombier à Paris qui va faire un usage lui aussi d'un C avec un texte à l'intérieur. Donc, je dirais qu'il vaut mieux, si on a envie de ne pas avoir de problème, notamment parce que l'usage est tellement répandu auprès des grandes entreprises que parfois on arrive aussi à des aberrations, que ce soit comme l'exemple que je viens de vous donner. Un autre exemple qui me vient en tête, c'était toujours pour McDonald's, malheureusement. Ils avaient une opération avec un jeu de société qui s'appelle Uno. Et les cartes de Uno utilisent des coins arrondis en haut à gauche et en bas à droite. Et donc, pour les affiches, on avait repris ce code. Mais lorsque le service juridique de McDonald's a vérifié, ils se sont rendus compte qu'un bloc rectangulaire ou carré avec les coins arrondis en diagonale avait été déposé par une grande marque de téléphonie mobile, dont j'ai plus le nom en tête, mais je pense qu'on peut vite le retrouver. Et dans ce cas, le service juridique de McDonald's s'est rapproché du constructeur de jouets, de cartes à jouer, qui est le propriétaire de Uno, en leur disant si nous, on a un procès parce qu'on a utilisé ce type de forme dans nos affiches, est-ce que vous seriez de notre côté en cas de procès, puisque la raison, c'est que vous-même, vous l'utilisez. Et le service juridique du constructeur de jouets a dit non. Donc dans ce cas, il a fallu changer la forme. Donc même une forme géométrique, je pense que c'est un petit peu un abus. Il y a forcément des cas où, selon les jugements, ça peut être renversé. Mais en tout cas, même une forme géométrique pourrait être déposée. Voilà. C'est bon à savoir. Une autre question? Est-ce que dans les logos actuels, il y a encore des logos du style celui de la Caisse d'épargne, l'écureuil qui véhicule finalement toute une philosophie derrière? Alors, ce qui est très intéressant par rapport à cette question, c'est que oui, il y a toujours énormément de valeurs. Que ça soit lorsqu'on regarde une charte graphique ou qu'on connaît des gens qui travaillent en agence de communication et qui vont définir des identités graphiques, un logo, il vient jamais par hasard. Il y a toujours une volonté derrière de traduire l'aspect positif d'une entreprise, que ça soit sa capacité à travailler à l'international, que ça soit une véritable valeur. Donc parfois, oui, la caisse d'épargne, il y a ce petit écureuil qui est l'animal qui, lui, va collecter ces petites graines pour pouvoir les stocker en période difficile. Oui, il y a toute une symbolique derrière, et ça, c'est vraiment propre, je pense, à l'ensemble des marques qu'on pourrait voir depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Ce qui est plus compliqué actuellement, c'est de pouvoir mieux les comprendre et de pouvoir les retracer. Par exemple, les mônes japonais, on va avoir des signes qui sont extrêmement simples, qui vont être sous la forme d'une croix ou d'un carré. Et ben en fait, les Japonais vont le décrire comme étant des objets du quotidien. C'est une figure géométrique, mais par exemple, un cercle, pour eux, c'est un œil de serpent. Ce n'est pas un cercle. Je crois qu'ils font un usage aussi du carré qui doit être mis... Non, c'est un rond. Il y a le disque et il y a le cercle. Donc le cercle, c'est l'œil de dragon ou de serpent. Le disque, lui, c'est une étoile. Donc si je vois un logo japonais avec 5 ronds, c'est véritablement une étoile. Ça peut être aussi la fleur de cerisier. La fleur de cerisier va avoir énormément de symbolique culturelle liée à ce pays-là. Donc il y a toujours une signification. Ce qui est plus compliqué, c'est de comprendre laquelle. Par exemple, Nike, on a l'impression que c'est une espèce de petite virgule qu'on appelle en anglais le swoosh. En fait, Nike en anglais se dit Nike. Il fait référence à la déesse grecque Nike, qui était une déesse partenaire de Athéna, donc la déesse de la victoire. Et donc cette espèce de petite virgule est la représentation de l'aile de Athéna Nike. Et donc on pourrait se dire, ils ont mis une petite virgule, c'est facile, faire un logo, il suffit de faire une petite virgule ou n'importe quoi. Et après, avec le temps, ça va être instauré. Non, il y a toujours derrière une histoire. Et c'est ça aussi qui m'intéresse énormément par rapport à cette histoire de logo. C'est à quel point le choix de ce signe, sa symbolique, sa signification, va nous apprendre énormément de choses par rapport aux personnes.
par exemple, les tangas mongols peuvent parfois représenter un animal. Cet animal va être, par exemple, une espèce de renne qui va être l'animal un peu divinité dans les steppes, mais on va avoir ce signe qui va être utilisé par des personnes dont le nom de famille désigne un autre animal. De la même façon que Arthur désigne ours, mais son signe va être un animal qui va être complètement différent. Donc c'est assez intéressant de voir que le choix va être raisonné, il va être justifié, mais en même temps son usage montre que c'est pas aussi défini que maintenant. Maintenant, une fois qu'on a défini un logo, une entreprise va essayer de l'utiliser d'une façon très précise ou va jouer avec, mais d'une façon très précise. Dans les périodes plus anciennes, on va avoir des cas d'usage et de signification qui vont être extrêmement différentes entre le nom de famille de la personne, qui peut être représenté dans une signature, mais pas forcément dans l'héraldique, etc. Donc il y a toujours une signification. Je pense que la plupart du temps, elle reste parfois obscure pour nous. En cherchant, on va pouvoir lui donner un peu plus de corps. Au sujet de l'entreprise Peugeot Automobile, qui ont créé et décliné des emblèmes ou des logos, ils reviennent maintenant à un logo beaucoup plus classique. Et alors, je n'ai pas très bien compris cette démarche. Voilà, parce qu'ils avaient fait le logo actuel, qui était plutôt un lion entier, comme un blason. Et maintenant, ils vont revenir uniquement sur la tête du lion. Je trouve que quand on a une marque aussi connue, c'est peut-être un peu bizarre de changer. Surtout qu'il était très, très précis, très bien, il était très moderne, hein, le dernier logo Peugeot. Les anciens faisaient un peu vieillot. Et là, enfin, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas moi qui choisis. Hein. Mais j'ai pas compris, moi, cette démarche. Alors effectivement, le nouveau logo a été dévoilé, il me semble, jeudi ou vendredi dernier. Il y a un très bon article qui a été mis en ligne très rapidement par l'agence de design graphique Graphine, qui sont basées à la fois à Lyon et à Paris. De ce que j'ai pu lire, en tout cas de ce que dit Graphine, c'est qu'on revient à un logo qui date de 1960. Qui était quasiment le même, c'est-à-dire on a cette forme de bouclier qui fait référence à de l'héraldique, à quelque chose de relativement noble. La figure du lion est, comme dans les années 60, recadrée au niveau de la tête de la bête, qui est vue de profil. Le dessin est, on va dire, beaucoup plus fin, certes plus moderne. Moi, mes principales questions lorsque je l'ai vu, c'était de me dire, suivant les usages, notamment en petite taille, il me semble que le tracé va être relativement fin et détaillé, et je me demande s'il va rester relativement lisible à ce type d'échelle. Après, sur la volonté réelle de Peugeot, j'ai pas forcément lu de communiqué ou de choses comme ça. Je pense qu'il y a à la fois une volonté d'aller vers quelque chose de plus traditionnel, même si effectivement le lion représenté de profil avait ce côté extrêmement héraldique, parce qu'il était exactement dans une position, une des deux positions, il me semble, qui est vraiment définie dans les manuels d'héraldique. Je pense qu'il y avait aussi la volonté, et c'est ce que pointe aussi le studio Graphine dans leur article, de se rapprocher d'emblèmes d'autres constructeurs automobiles, notamment Ferrari et puis Porsche. C'est-à-dire, on va plus faire référence justement à une héraldique ancienne, mais mis au goût du jour pour aller dans le sens de la force, de la puissance, de la rapidité, alors qu'avant, c'était plutôt un héraldique, on va dire un peu vieux jeu, très traditionnel, et qui du coup allait peut-être pas dans le côté de la modernité, du mouvement et de la puissance. Voilà. Mais j'ai pas forcément lu de texte par rapport à l'annonce de Peugeot. Mais effectivement, oui, c'est un revirement qui est assez intéressant, justement, à quel point on peut juger que c'est un retour en arrière, puisque c'est directement lié au logo des années 60, et en même temps, c'est peut-être une avancée, mais je pense que c'est plus... Enfin, comme dans tous les cas de design graphique d'identité, c'est l'usage qui va nous montrer si c'est pertinent, efficace, et en tout cas bien exploité. Peut-être qu'ils vont prévoir aussi des cas d'utilisation qui vont pouvoir combler certaines lacunes. Moi, j'ai une
une remarque à propos de l'utilisation des logos. Bon, au départ, c'est des marques d'appropriation. Après, c'est une façon de se faire connaître. Mais dans les grandes entreprises actuelles, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de créer un esprit d'entreprise chez les employés, surtout quand ils sont très nombreux, quand c'est une grande société internationale? Alors il y a exactement ça, c'est-à-dire que dans la création d'un logo et d'une identité, il y a l'identité qui va être perçue par l'extérieur, c'est-à-dire par les clients, par les gens qui vont voir ça, qui vont voir le logo et la communication dans la rue, et puis il y a la communication intérieure. Dans des entreprises petites, moyennes, voire parfois très très grandes, la principale raison pour changer un logo, le faire évoluer, c'est bêtement l'arrivée d'un nouveau dirigeant qui a envie de laisser son empreinte. Et en laissant son empreinte, en fait, il va redéfinir aussi l'esprit d'entreprise. De façon parfois différente, c'est une entreprise qui, elle, grossit, qui va racheter d'autres entreprises, qui a besoin de changer son nom, parce que son nom, dans un pays, a une signification, mais à l'international, le nom va être moins parlant, donc on va redéfinir le nom, on va redéfinir le logo, et en définissant le logo, on définit les valeurs, mais effectivement, ça paraît peut-être moins important, mais en tout cas, quand on va créer un logo en entreprise, on va essayer aussi de faire le bilan de toutes les valeurs qui sont propres à cette entreprise, les valeurs qui, elles, vont être données par biais de questionnaire, aux employés. Les employés vont faire une liste, on va définir et on va dire, voilà, notre entreprise, en fait, le problème, c'est qu'on la trouve trop vieillotte, trop hiérarchisée, trop ci, trop ça. On va pouvoir éventuellement changer les choses. Et puis, tout l'aspect positif, on va essayer de le faire transparaître. Ce qui est très compliqué, c'est qu'un logo, en fait, il se doit d'être effectivement facilement reproductible, que ce soit en image ou en impression, même si maintenant ce sont des domaines où on se pose moins la question parce que les techniques ont évolué. Et puis condenser énormément de valeurs en un seul signe, parfois ça a un aspect un peu mathématique, comme s'il suffirait d'additionner un lion, plus une couleur, plus un blason, plus une typographie pour se dire je crois que j'ai à peu près tout dit en une seule image. Ça fonctionne rarement comme ça. En tout cas, parfois, on va tomber sur des sites pour jeunes graphistes. On va nous dire, si tu rajoutes tel signe plus tel autre, tu vas pouvoir dire l'ensemble de ce que tu as envie. Les logos, je pense que les plus intéressants, c'est ceux qui vont synthétiser en sortant d'un jeu trop facilement décodable. Si j'arrive à le décoder, j'arrive tout de suite à le comprendre. Si je l'ai tout de suite compris, je vais avoir tendance à l'oublier. Il faut que ça soit un signe, on va dire, presque poétique, mais dans le sens vraiment créatif. Il faut qu'on arrive à présenter quelque chose qui nous interpelle et qu'avec le temps ou avec un peu d'aide, on arrive à le décoder. Et en tout cas, si moi, il m'a assez intéressé, je vais vraiment le comprendre, c'est-à-dire le prendre avec moi. Je vais avoir un lien affectif avec ce logo, que ce soit le lion de Peugeot ou la pomme d'Apple. Et dans ce cas, ce logo, il va vivre aussi éventuellement de génération de consommateur en consommateur. J'ai le souvenir de mon grand-père qui avait une vieille Peugeot, mon père il avait aussi une vieille Peugeot, et finalement, même si la marque on dit qu'elle n'est pas si bien que ça, finalement j'ai vraiment un lien affectif. Et si tout le monde a fait avec une Peugeot et s'en est bien sorti, pourquoi j'irais acheter une voiture japonaise, américaine ou d'une autre nationalité? Finalement, ce lien, il va être vraiment pérenne. Donc, non seulement c'est de la communication par rapport aux employés, même si les employés peuvent changer de société pour plein de raisons, mais c'est aussi par rapport aux valeurs que le client va pouvoir s'approprier. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est à la fois une fidélité qui va pouvoir être là, et puis cette notion de prestige, parce que finalement, on a beau savoir que ce sac n'est pas un sac de grande marque, puisqu'on l'a acheté sur un marché à 10 €, n'empêche qu'il y a le logo dessus, et dans ce cas, on va faire semblant d'avoir les mêmes valeurs qu'un client qui aurait l'argent de se payer ce beau sac, ou au contraire, j'ai les mêmes valeurs de cette marque de luxe. Je suis moi aussi quelqu'un de relativement important. D'accord, merci. Donc, oui, une toute dernière, assez rapide, s'il te plaît, Jean-Paul. Alors,
Pour en revenir encore au marché automobile, si on constate les voitures allemandes, comme Mercedes, BMW, Audi et Volkswagen, ils ont des logos qui sont devenus universels et en même temps intemporels, je trouve. Je ne pense pas que ces firmes vont changer le graphisme de leur voiture. Voilà, c'est tout. Par contre, Porsche a un logo très ancien, bien sûr. C'est la jument, parce qu'elle est fabriquée dans la région de Stuttgart, dans le Bade-Wurtemberg. C'est tout. Voilà. Oui, effectivement, là c'est intéressant parce que c'est justement des marques qui sont assez fortes, qui sont anciennes, qui sont dans un secteur où elles sont vraiment extrêmement bien implantées, puis elles sont vraiment parmi les premières. Donc finalement, on peut imaginer que la principale évolution de la plupart des très très bons logos, ou en tout cas des logos bien dessinés, bien conçus pour des marques très importantes, c'est en fait de l'ordre de la cosmétique. Je prends un exemple aussi très différent et très français, c'est le logo de Larousse, qui lui peut changer de visage, qui a énormément évolué avec le style. On est passé d'un style, on va dire, un peu art nouveau jusqu'à des choses plus contemporaines avec le logo dessiné par Picasso. Mais c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que la marque va rester la même dans sa structure, dans sa forme, mais ça va être les détails, ça va être le style, le type de tracé qui va pouvoir évoluer suivant les contextes historiques et l'évolution éventuellement du marché. Mais c'est vraiment de l'ordre de, on va dire presque de l'habillement. On va changer de tenue, mais la personne reste la même. Bon, merci infiniment pour d'abord cette conférence qui était passionnante et ensuite la succession de questions qui s'est avérée très, très instructive également. Et donc, merci encore à vous.